Du nomadisme à la sédentarisation, troisième module, chapitre 1. Le titre du chapitre d'aujourd'hui, du cours d'aujourd'hui, est nomadisme. Et c'est aussi le premier mot-clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire quelque chose sur la façon que les humains vivaient avant de se sédentariser. Tout d'abord, il faut dire que le nomadisme a été le mode de vie de la plupart du temps de l'humanité. D'accord? Jusqu'à il y a 10 000 ans, depuis l'origine de notre espèce, tous les humains, pendant des milliers d'années, étaient nomades. C'était normal d'être nomade. Il y avait des groupes qui restaient un peu plus de temps, d'autres un peu moins de temps, mais ils se déplaçaient continuellement. Et même, je dis, il y a 10 000 ans, il y a eu une première sédentarisation. Il ne faut pas non plus penser que les humains se sont tous sédentarisés d'un coup. D'accord? Et on verra dans les prochains cours où la sédentarisation a commencé. Et l'état du nomadisme, dans certains endroits de la Terre, pour certains groupes humains, a continué très longtemps. Et il continue jusqu'à nos jours. Et si vous prenez par exemple votre manuel, il y a une description d'un peuple qui habite dans le Moyen-Orient qui s'appelle les Touaregs du désert, et ils sont nomades. Si quelqu'un d'entre vous vient de l'Europe, c'est peut-être qu'en Europe il y a comme une ethnie, un peuple européen qui s'appelle les Gitans. Et les Gitans sont nomades jusqu'à nos jours, pas tous, mais une bonne partie. Et ils se déplacent encore avec leurs roulottes, avec leurs caravane, d'accord? Voilà, voici. Donc, le nomadisme. Qu'est-ce qui poussait, ou pousse encore certains hommes, qu'est-ce qui poussait ces hommes à se déplacer tout le temps? C'était la recherche de la nourriture. Quand ils s'installaient pendant un certain temps en endroit, bon, ils pratiquaient la cueillette et puis la chasse, mais quand le gibier commençait à devenir rare, quand désormais tous les fruits naturels étaient déjà pris, bon, ils n'attendaient pas que que les fruits poussent à nouveau, que les animaux se reproduisent. Ils se déplaçaient, ils allaient ailleurs. Et donc cette recherche constante de la nourriture a mis les humains, ici quand on parle des humains, on oublie toutes les espèces qui nous ont référé, qui nous ont précédés. On parle seulement des humains Homo sapiens sapiens. On fera dans le cours quelques comparaisons avec les Néandertaliens, mais c'est juste une parenthèse. D'accord? Ici on parle des Homo sapiens sapiens. Et le nomadisme, la recherche de la nourriture, a forcé les humains à coloniser tous les continents de la Terre. Notre humanité est partie de l'Afrique, a plus tard peuplé l'Europe, l'Afrique. Il a utilisé aussi des bateaux pour aller s'installer des îles en Océanie. Et il y a 15 000 ans, le dernier continent à être atteint, ça a été l'Amérique. D'accord, il y a 15 000 ans. C'était nomadisme, premier mot-clé. Organisation. On fera les questions après ce point. Et même s'ils étaient en petits groupes, il y avait quand même une certaine organisation. On ne peut pas parler des sociétés nomades. Les nomades vivaient dans des bandes, ou si vous voulez, dans des clans. Et chaque clan était constitué, approximativement, mais on prend cette donnée pour l'examen, d'une trentaine de personnes. D'accord? Un clan de nomades, c'était des trentaines de personnes. Leurs activités principales, la plupart de leur temps, ils étaient occupés pour se procurer la nourriture. C'était constamment une lutte pour la survie. Et les activités, nous l'avons déjà dit, c'était la chasse principale, la cueillette, et puis à un moment donné, ils ont appris aussi à faire la pêche. Ok, il faut dire que la chasse, et les humains se sont rendus compte que s'ils étaient capables de coopération dans la chasse, ils avaient plus de gibier. Ils pouvaient prendre des animaux plus grands. Et donc la chasse a forcé les humains à coopérer. Et vous savez, c'est un grand avantage.
le proverbe le dit, l'union fait la force. D'accord? Par exemple, ils étaient capables de capturer des animaux qui étaient 10-15 fois la taille d'un humain. Pensez aux mammouths qui existaient, ces énormes éléphants qui vivaient en Europe à l'époque avant, quand il y avait de la glaciation. Bien, ils étaient capables de prendre un énorme animal comme un mammouth grâce à leur stratégie élaborée de chasse. Le fait de coopérer, ça prend une coordination. Il faut donc que les personnes aient un chef qui dit à chacun ce qu'il doit faire pour obtenir un résultat collectif. Donc voici que ces clans s'organisent autour d'un chef. Alors, à l'époque du nomadisme, il y a déjà quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui a la tâche surtout d'organiser les autres dans cette lutte pour la survie. Or, le chef était donc normalement le chasseur le plus habile. Les gens faisaient confiance, les gens se soumettaient à celui qui connaissait les meilleures stratégies, à celui qui leur permettait d'avoir les meilleurs résultats collectifs pour la chasse. Or, la vie était très dure pour les humains. Il y avait une alternance des périodes avec une abondante nourriture, parce que la chasse était allée bien, parce qu'ils avaient trouvé des fruits, et alors ils mangeaient jusqu'à remplir leur estomac. Et en effet, nous avons hérité un estomac qui est 10 fois plus grand de ce dont nous avons vraiment besoin. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient des réserves alimentaires en mangeant quand il y en avait. Et quand il n'y en avait pas, ils ne mangeaient pas. D'accord? Donc, des périodes de richesse, d'abondance étaient alternées à des périodes de disette. Quand ils se déplaçaient, souvent, ils devaient abandonner des personnes. Ce n'est pas qu'ils aimaient faire ceci, mais les vieux qui n'étaient plus en mesure de suivre les clans acceptaient d'être abandonnés, les malades, et ils devaient abandonner aussi, positivement, décider d'abandonner les perturbateurs, les paresseux. La vie moyenne était d'environ une trentaine d'années. Donc vous serez déjà presque à la moitié de votre vie. Et moi, à mon âge, je serais mort et oublié déjà depuis combien de temps? Je vis beaucoup de temps, d'accord? Trentaine, quelqu'un pouvait vivre de plus, mais la moyenne était baissée surtout par la mortalité infantile. Beaucoup de bébés, peut-être même plus que la moitié des bébés, mouraient dans les premiers mois, dans les premières années de vie, et seulement les plus forts résistaient, d'accord, arrivaient à survivre. Les vieux qui étaient encore en mesure de suivre le clan, mais plus d'aller à la chasse, devenaient comme un peu les enseignants. Ils passaient du temps pour raconter leurs contes, leur expérience de chasse aux plus jeunes, aux enfants, avant que ceux-ci soient en mesure de rejoindre les autres à la chasse. Dans cette organisation, les hommes avaient leurs tâches et les femmes avaient leurs tâches. Je vous laisse deviner, c'est facile. Qu'est-ce que les hommes faisaient? La chasse, et les femmes? La cueillette. La cueillette. Les femmes, la cueillette. L'homme les chasse, les femmes, la cueillette. D'accord? Et les hommes font la chasse et les outils, les femmes, la cueillette, et s'occupent des enfants. Bon, période de questions. Samuel, regarde là, tu as dit quelque chose, ça n'a rien. Oui. Et s'occuper des enfants, l'éducation des enfants. Andrei. Qu'est-ce que les vieux faisaient? Ah, ils enseignaient aux enfants. Leur expérience des chasses, les contes, les traditions, probablement leur religion. Aïch. Dans les nomadistes, c'est quoi? Parce que vous avez dit que le mode de vie des nomadistes était très populaire, mais jusqu'à quand? Jusqu'à temps que les premiers groupes ont commencé à se sédentariser. Ah, ok.
Non, mais en quelle année vous avez fait comme 10 000 avant Jésus-Christ, les premiers groupes. Cécilia. Quand tu dis qu'un groupe de nomades comptait comme une trentaine de personnes, Oui. Et c'était combien leur vie moyenne? 30 ans, facile à te dire. 30, 30. Vénus, les malades et les paresseux, qu'est-ce qu'ils faisaient? on les a abandonnés. Ah, D'accord, c'était cruel, mais ils n'avaient pas le choix de faire que ça. Alors, on va voir où ils vivaient. Ils n'avaient pas de maison. Les nomades ne peuvent pas traîner leur maison. La roulotte ne l'avait pas inventé encore. Donc, tous les abris étaient temporaires. Ceux qui vivaient en Afrique pouvaient vivre même sans abri. D'accord, parce qu'il faisait chaud. Mais dès que tu vas dans un endroit où il y a une saison un peu plus froide, il fallait faire des abris. Et les abris, c'était des tentes faites des peaux d'animaux, des cornes ou des bâtons de bois, des grottes. Et quelque temps, on a trouvé aussi des traces de huttes faites avec les os des animaux et avec un peu de bois. D'accord? Mais tout était temporaire. La tente, il faut savoir que la tente, nous l'avons bien en tête comment elle était. C'est la tente des Amérindiens. Non? Il faut savoir que beaucoup de choses que nous savons sur les nomades, c'est grâce à l'archéologie, les traces qu'ils ont laissées, mais aussi parce que quand les Européens sont arrivés en Amérique, la plupart des Amérindiens étaient nomades. Et donc, les Européens qui ont été avec eux autres, les explorateurs, les coureurs du bois, les missionnaires, c'était au cas au Canada, ils ont écrit sur leur façon de vivre. Et voilà que quand le monde historique s'est rencontré avec le monde préhistorique, on a pu décrire leur façon de vivre. Non? Progrès technique. Les humains sont capables de créativité. Ces humains-là, ils avaient exactement les caractéristiques que nous avons, la même capacité d'intelligence. Et ils ont inventé quelque chose. Ils ont fait avancer la technologie, effectivement. Pas autant que ça sera après la sédentarisation. Mais ils ont inventé des objets. Une invention, c'est par exemple, on l'a nommé la dernière fois, le polissage de la pierre. Une technique pour mieux travailler la pierre. Frotter une pierre tendre avec une pierre dure pour lui donner la forme qu'on veut. D'accord? Ça fait des outils plus tranchants. Ça fait par exemple des grosses aiguilles en pierre où on mettait une corde en cuir qui permettait de coudre, de faire la couture et faire donc des vêtements. Donc, pas seulement, c'était plus les peaux d'animaux qu'on porte comme une cape, mais ce sont des vrais vêtements coupés et adaptés au corps humain, non, par exemple. Mais la plupart, c'était des outils de chasse. Des lances, ils perfectionnent les lances, par exemple. La sarbacane, c'est une invention de cette période. La sarbacane, est, juste pour le décrire, est un tuyau, une canne par exemple, 20, 30, 50 cm, troué dedans, un cylindre donc, où on met des projectiles. Les projectiles sont bien travaillés, bien coupants, et qu'on utilise comme arme. Hein, on peut prendre des oiseaux, on souffle dedans et le projectile part et peut blesser quelqu'un. Et une autre invention de l'époque, c'est la fronde. La fronde, qui se ressemble un peu à ce que certains d'entre vous appellent le lance-pierre. Hein, d'accord? Un bâton en forme d'Y dans lequel on met des élastiques. Ils n'avaient pas des élastiques en caoutchouc, mais ils avaient des tendons d'animaux. Puis on met un rectangle de cuir et puis une pierre dedans, on la lance. D'accord? Ça me fait des souvenirs parce que quand j'étais plus jeune que vous, j'avais 8, 9, 10 ans, dans le village où j'ai grandi, il y avait beaucoup de lézards. D'accord? Et moi et mes amis, on allait à notre instinct des chasseurs qu'on a hérité de nos ancêtres, plus tard je l'ai compris, notre instinct des chasseurs qui nous amenait à la chasse des lézards avec des frondes. On coupait les chambres d'air qui étaient faites en caoutchouc des vélos, d'accord, des chambres d'air, on tâchait, on faisait des élastiques.
Et bon, j'ai sur la conscience quelques arts, pas beaucoup quand même. Ah, d'accord, mes amis étaient plus habiles que moi. Donc, mais l'arme la plus redoutable que les nomades de notre espèce ont inventée, et ça sera une arme utilisée jusqu'à 1500, jusqu'à la Renaissance, est l'ensemble de l'arc et de la flèche. L'arc et la flèche, qui donnait donc au projectile une force beaucoup plus intense que par contre la lance lancée avec la force humaine. Alors il faut, là juste j'ouvre une parenthèse, d'accord, sans que vous la preniez en note. J'ai vu récemment un documentaire que j'ai appris une chose nouvelle, moi aussi. Les Homo sapiens sapiens, les Cro-Magnons, on les appelle, ceux de cette époque-là, avaient une technique de chasse différente à celle des Néandertaliens. Les Néandertaliens étaient forts, ils avaient le double presque de la force d'un Cro-Magnon, une structure que c'est comme un homme d'aujourd'hui qui passe 8 heures par jour pour faire des exercices, imaginons, dans un gymnase. Donc c'était des Hercules tous ceux-là. Mais leur technique de chasse, c'était d'affronter directement l'animal. D'accord? Ils attaquaient avec leur lance et ils l'enfonçaient dans la chair de l'animal avec toute leur force. Par contre, les Cro-Magnons avaient des objets pour lancer leurs objets, leurs armes, leurs projectiles à distance. Et donc, rarement ils se trouvaient face à face avec l'animal. Mais avec les flèches, ou des lances, ou des propulseurs, ou des frondes, ils blessaient l'animal de loin. D'accord? Ou bien ils utilisaient aussi le feu pour les coincer, des cris pour les coincer dans des trappes. Comprenez-vous? Donc, ceci a fait en sorte que les Cro-Magnons ont eu beaucoup moins d'accidents de chasse, parce que tu es loin de l'animal. Tu affrontes un mammouth, tu l'as devant toi, le mammouth, d'abord te frappe avec sa trompe, et puis il t'écrase avec sa patte. D'accord? Tu es foutu, même si tu es un Néandertalien, là tu es foutu. D'accord? Alors que, par contre, et ceci donc est une des raisons que certains paléontologues hypothèsent sur la disparition des Néandertaliens, on l'a dit déjà, c'est que les Cro-Magnons avaient pris leurs ressources, mais comment? Parce qu'ils avaient des techniques de chasse plus élaborées. D'accord? Les Néandertaliens utilisaient la force. Les Cro-Magnons utilisaient, aux autres aussi, leur force, mais encore plus l'intelligence. D'accord? La stratégie. D'accord? Des questions? Arine? Les Homo sapiens qui frappaient de l'eau, étaient comme Les Cro-Magnons, quoi. Alors, Les Cro-Magnons, c'est les Homo sapiens sapiens. On appelle les Cro-Magnons les Homo sapiens sapiens, ceux de notre espèce, nos ancêtres, qui ont côtoyé les Néandertaliens. Tu comprends? Ce sont les gens de notre espèce, on les appelle comme ça, ceux qui ont côtoyé quand on parle des deux espèces humaines qui étaient ensemble, les Néandertaliens d'un côté, les Cro-Magnons de l'autre. Qu'est-ce que Cécilia? c'est quelle espèce qui lance ces objets de loin? Les Cro-Magnons. Oui. Est-ce qu'on va dire les outils de chasse? Ben, on l'a dit, l'arc et la flèche, c'est le plus puissant, puis la lance, la sabacane, la fronde, des propulseurs, ok? Ranime. Pour les esprits, vous avez dit la tente, et c'était quoi? Des huttes. De huttes. Huttes, H-U-T-T-E. S du pluriel. J'avance. Arc et vêtements. La créativité, c'est faire des outils, mais c'est aussi de l'arc. Finalement, quelle est la grande force de l'Homo sapiens sapiens? La grande force de son intelligence, l'imagination. D'accord? Si vous y pensez, avant de réaliser une chose, nous, on l'imagine. Regarde quel bel endroit ici, je voudrais construire une maison. Il y a du monde qui va construire une maison, mais d'abord, il a imaginé. Donc, l'arc
on la voit dans la couture, dès qu'ils sont capables de faire des vêtements, la mode à sa naissance. Et puis les bijoux. De l'époque du nomadisme, nous avons énormément de traces, de documents, qui ce sont des bijoux et qui nous révèlent donc aussi son sens esthétique. Les bijoux étaient faits avec toutes sortes de matériaux qu'ils utilisaient pour se décorer. Les os des animaux, les dents, les arêtes de poissons, les pierres coloriées, du coquillage. On a trouvé des traces qu'ils utilisaient de la peinture pour se peinturer dans le visage, dans le corps. Les plumes d'animaux. Un autre type d'art très significatif que les humains nomades nous ont laissé, c'est l'art rupestre. J'essaie de faire ici un lien avec votre cours d'art, que votre prof nous en parle. Vous les appelez plutôt graffiti. Moi, je préfère, c'est la même chose. Je préfère plutôt l'expression art rupestre. Rupestre, ça vient du latin rupes, qui ça veut dire la roche. D'accord? On a un certain nombre de dessins qui sont arrivés jusqu'à nous de cette époque-là. Et tous ces dessins-là sont dans des parois, des roches, dans des grottes. Ils ont survécu parce que c'était dans des grottes, habitées pendant un certain temps par les nomades, et puis plus tard abandonnées et redécouvertes dans un temps relativement récent. Moi, je peux faire une supposition, c'est ma supposition. Probablement, il y avait 1000 fois et peut-être plus, 1000 fois plus et peut-être encore plus de ces dessins-là sur les roches. D'accord? Mais si c'était à l'extérieur, évidemment, après des milliers d'années, n'arrivent pas jusqu'à nous. Le peu de dessins qu'ils ont fait, ils sont arrivés jusqu'à nous, c'était ceux qui étaient dans les roches, parce qu'ils étaient protégés. D'accord? Ok, donc j'imagine que là, partout où il y avait des humains, il y avait des décorations, des dessins, des traces, disparus, malheureusement. Ok? Et, il y a deux aspects surprenants de cet art rupestre. Que les dessins que nous avons trouvés sont très éloignés entre eux dans le temps. Il y en a qui datent 100 000 ans, 80 000 ans, 40 000 ans, 20 000 ans, 10 000 ans, 70 000 ans. Donc, très éloignés, des milliers d'années les unes avec les autres. Et très éloignés les unes des autres de ces œuvres dans l'espace, géographiquement éloignés. On les trouve en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie. On les retrouve dans tous les continents, dispersés dans le temps et de l'espace. C'est peu de traces et de dessins, des œuvres d'art que les nomades ont fait arriver jusqu'à nous. Mais presque tous, je dirais un bon 90%, sur le même sujet. Je vous laisse deviner, c'est facile. Oui, la chasse. Ils sont tous sur cette activité humaine. Donc, c'est une preuve de l'importance que la chasse avait sur les humains. D'accord? Et la chasse, c'était toute une aventure. Et quand l'être humain vit une aventure, a toujours tendance à vouloir laisser une trace pour ne pas l'oublier, donc faire des dessins. C'était un risque. Et il y avait des accidents de chasse assez fréquents, donc il fallait commémorer quelqu'un qui était décédé, un héros qui s'était sacrifié pour les autres, par exemple. D'accord? Et bien sûr, l'art, comme ça arrive très souvent dans l'histoire de l'humanité, est relié à la religion. Et donc, ces dessins-là avaient aussi un code religieux. D'accord? C'était peut-être une invocation à quelques esprits, à quelques divinités, même si nous, aujourd'hui,
nous n'avons plus la clé pour les pouvoir lire. D'accord? Nous ne connaissons plus le contexte dans lequel ils ont été faits. D'accord? Et une autre type d'art qui est arrivé jusqu'à nous, c'était une petite, une forme de petite sculpture, des statuettes. Attention, j'utilisais un suffixe diminutif dans ce cas en français, statuettes, parce qu'elles étaient petites. Vous ne pouvez pas faire une statue à grandeur d'homme. C'était nomade, ils se déplaçaient tout le temps. Donc des petites statues, comme ceux qu'aujourd'hui on vend dans les magasins de souvenirs, de 10, 20, 30 centimètres, maximum 25, des pierres sculptées, d'accord, qui nous démontrent qu'ils avaient aussi cette forme d'art. Je vais prendre quelques questions. Oui, maintenant. Cécilia? C'est ainsi que les dracs surprenants. Cela devient. Qui sont dispersés dans l'espace et dans le temps, mais qui ont tous pratiquement le même sujet, la chasse. Entre un dessin qui a 90 000 ans et un dessin qui a 10 000 ans, si tu y penses, il y a un écart de temps de 80 000 ans. Alors, si tu penses seulement que la naissance de Jésus-Christ c'est 2000 ans, que l'écriture c'est 5000 ans, que la première civilisation, il y a seulement quelques milliers, que la sédentarisation est seulement à 10 000 ans. Là, il y a un espace de 80 000 ans. Pourtant, c'était le même sujet, de l'autre bout de la Terre. Donc, ça veut dire que pour un temps énorme, la chasse a caractérisé la vie des humains. Oui. C'est que les nomades, vous avez dit qu'ils c'était des contemporains, mais pendant combien de temps? C'est comme C'était des les contemporains. Restaient de combien de temps? contemporains de qui? Les tantes, les abrites. Les tantes, j'ai nommé les Amérindiens. Oui, mais c'était pour combien de temps? Une semaine? Attends, Qui fait. Semaine, 2 mois. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas les détails. Je sais des choses, je ne sais pas tout. D'accord? Tu feras une recherche et tu nous le diras. OK? Dernière question. Oui, James, tu n'as pas posé la question. C'est quoi le deuxième aspect Deuxième aspect de quoi? de l'art Alors, premier, qui sont dispersés dans le temps. Deuxième, qui sont dispersés dans l'espace. Troisième, ils auront tous le même sujet. D'accord? Après, culte. Maintenant, on va parler de culte. On a dit qu'une des caractéristiques de l'être humain, c'est sa dimension religieuse. L'imagination nous fait créer des outils, l'imagination nous fait créer de l'art, l'imagination aussi nous met en contact avec cette réalité qu'on perçoit dans l'au-delà. Et donc, les humains ont toujours manifesté des formes de culte. Et les nomades nous ont laissé des traces importantes de ce culte-là. Alors que la première trace, d'accord, significative des humains dans cette mode de vie, et là encore une trace dispersée dans le temps et dans l'espace, c'est celle que les anthropologues appellent la déesse mère. La déesse mère. Je vous ai parlé tantôt des statuettes. Or, beaucoup de ces statuettes-là étaient des déesses mères. C'est-à-dire que c'était une divinité, ça représentait une divinité. Divinité femme, féminine, d'accord? Et cette divinité-là, on l'a priée, on demandait son intercession, son pouvoir surnaturel, pour obtenir la fertilité. Qu'est-ce que la fertilité? Avoir beaucoup d'enfants. D'accord? Donc, on ne sait pas, chaque groupe appelait cette divinité-là de sa façon, l'imaginer à sa façon, la réaliser à sa façon. Mais il y a un trait commun dans l'espace et dans le temps, dans ce type de culte. Ce sont des cultes de fertilité. Et cela nous démontre aussi comment c'était important pour ces hommes-là avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? C'est facile à deviner, parce que leur vie était extrêmement difficile, parce qu'ils côtoyaient la mort tous les jours,
pour les bébés qui mouraient, pour ceux qui mouraient dans les accidents de chasse, pour des maladies. Donc ces gens-là se voyaient toujours en contact avec la mort. Mais ce n'était pas la mort la chose qu'ils craignaient le plus. La chose qu'ils craignaient le plus, c'était l'extinction de leur clan, la disparition de leur groupe humain. Alors qu'avoir beaucoup d'enfants, ça voulait dire que le groupe pouvait continuer. Et voilà donc pourquoi beaucoup de cultes de fertilité. C'est important pour les femmes et pour les hommes de l'époque d'avoir beaucoup d'enfants. Avoir beaucoup d'enfants était vraiment vu comme une bénédiction de la part de la divinité. Et ces statuettes-là souvent représentent la déesse mère. Si nous reste un peu de temps, on regardera les photos dans notre manuel qui nous les représentent. Donc le premier culte qui a laissé des traces, c'est le culte de la fertilité. Un culte pour la naissance des bébés. Et le deuxième, autre culte qui nous a laissé beaucoup de traces, qui peut essayer de le deviner? Oui. La mort. Le culte des morts, ou tout ce qui est autour de la mort, les rituels funéraires, par exemple, les façons d'enterrer les morts, les outils et les objets qui accompagnent le mort dans les tombeaux, la façon qu'on les dispose, nous démontrent qu'il y avait plein de cultes des morts. Un autre culte qu'on a constaté quand on a contacté les nomades, on a pu décrire leur façon de vivre, c'est le culte des esprits. Pensez qu'un lac a un esprit, la montagne a un esprit, les animaux ont un esprit. Ce type de religion-là s'appelle l'animisme. S'adresser à l'âme, animisme, ça vient du latin anima, qui ça veut dire l'âme, s'adresser à l'âme des choses, qui est comme une sorte de divinité qu'on peut invoquer. Question. Diane. Pour le deuxième, la mort, les objets, on les dépose. Parle plus fort, je n'entends pas. Pour la deuxième culte, la mort, on dépose les objets près des morts. Oui, 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 c'est très commun. D'accord. Yaya. Mais juste une question comme ça. Quand les Néandertals voyaient les Cro-Magnons, est-ce qu'ils se battaient? On n'a pas de traces évidentes d'un affrontement. Probablement, oui, c'est arrivé, avec toute probabilité. Comme il y a des affrontements entre humains et Homo sapiens, jusqu'à nos jours, les guerres. Probablement entre eux, il y a eu. Mais on n'a aucune. Mais c'est aussi démontré que les Néandertaliens ne sont pas disparus par un massacre à cause des Homo sapiens. Et c'était encore plus improbable parce que les Néandertaliens avaient presque le double de la force. Donc un affrontement, et alors la guerre on ne le faisait pas avec les fusils, mais un affrontement direct avec des lances, bon, les Néandertaliens avaient le plus de chances de les emporter. Ça a été, la raison, ça a été assez, l'hypothèse la plus créditée aujourd'hui, que les Cro-Magnons se sont appropriés de leurs ressources, tout simplement. Puis, c'est de la préhistoire, on n'a que quelques traces, donc on peut pas, puis on peut construire des romans, imaginez, d'accord, il y a des films qui nous font tous voir, mais il faut savoir que 80%, 90% c'est de la fiction. Dernière question, on donne la parole à Arine. Est-ce qu'il y a un peu dans le culte d'esprit? Culte des esprits, c'est croire qu'il y a un esprit dans chaque chose. La montagne a un esprit, une âme, qu'on peut invoquer. Le lac, si tu vas pêcher dans le lac, d'abord tu pries l'esprit du lac qui te permet de prendre beaucoup de poissons. D'accord? Et je pense que votre prof de culture éthique religieuse vous parlera de cette forme religieuse primordiale, on pourrait dire. D'accord? Dernier mot-clé. L'économie. L'économie. D'après vous, est-ce qu'il y avait beaucoup d'économie ou peu d'économie? Non, il y avait énormément d'échanges.
entre un tribu et l'autre, entre un clan et l'autre. Il y avait vraiment une grande possibilité d'échange. Alors qu'il faut savoir que ces clans et groupes de 30 personnes avaient des contacts avec les autres clans, d'accord? Ils n'étaient pas isolés. La première chose qui s'échangeait avec les autres clans, au-delà de l'économie, c'était les femmes. D'accord? Il fallait s'échanger les femmes. Mais attention, c'est important, non pas vraiment les s'échanger comme une propriété, les femmes. Mais imaginez une clan de 30 personnes. Si les gens continuent à se marier entre eux, à avoir des enfants entre eux, bon, deviennent presque toutes des relations incestueuses. Et le problème, c'est que les enfants nés par personnes qui ont une parenté, on le sait, sont des gens qui naissent avec certaines faiblesses physiques, sont des gens maladifs. Alors, pour renforcer la race, il faut nécessairement constituer une famille, engendrer des enfants avec une personne qui n'a pas un lien de parenté avec toi. Alors, voilà que quand les clans se retrouvaient, une chose importante et rapide à faire, c'était de combiner des mariages. D'accord? Et normalement, ici c'est des milliers et milliers d'années, mais les traces nous laissent penser, surtout aussi les nomades que l'histoire a rencontrés, sur lesquels on a écrit, que les femmes laissaient leur clan pour aller dans le clan de leur mari. D'accord? C'était souvent les femmes. C'est peut-être pas la règle générale, mais souvent, la plupart des traces que nous avons et des témoignages que nous avons, c'était comme ça. Et puis, il y avait aussi un échange de produits. Un échange de produits. On sait que continuellement, peut-être un groupe est devenu plus spécialiste à faire certains types d'outils que notre groupe et il sait les échanger continuellement. À chaque fois qu'il rentrait en contact, c'était un échange de quelque chose, de nourriture, d'outils, des vêtements. C'était continuellement des échanges qui se faisaient. Juste pour voir un nomadisme sur lequel nous avons des descriptions. Les Amérindiens du Canada au XVIe siècle, quand les Français commencent à s'installer, nous savons que les Amérindiens avaient des grands réseaux commerciaux. Mais surtout, l'échange qui se faisait plus souvent, c'était entre des groupes iroquoiens et des groupes algonquiens. Les Iroquois qui vivaient au Canada, ils avaient commencé à pratiquer de l'agriculture. Donc, ils avaient des courges, ils avaient des haricots, ils avaient du maïs. D'accord? Mais les Algonquiens étaient nomades à 100%, ils se déplaçaient tout le temps. Ils allaient à pied, mais aussi ils faisaient des canaux pour se déplacer. Alors, Iroquois et Algonquiens s'échangeaient des canaux, que les Algonquiens étaient capables de faire bien, avec les produits agricoles des Iroquois. Donc, il y avait énormément d'économie. Donc, si on retourne en Europe, à certains endroits, même éloignés de la mer, certaines traces, comme un amas de coquillages, nous laissent penser qu'il y avait certains groupes qui utilisaient le coquillage comme moyen d'échange. D'accord? Qui utilisaient ceci comme moyen d'échange, comme une première fois. Et cet amas-là de coquilles était comme une sorte de trésor que quelqu'un avait caché et puis qui est abandonné là et qui a été retrouvé par les archéologues des milliers d'années plus tard. Quelques questions pour conclure. Qui n'a pas posé de questions jusqu'à maintenant? Fatima. Le concept central, c'est la société, mais on parlera de ceci au prochain cours. La société née avec la sédentarisation. Aujourd'hui, on a parlé du nomadisme. Au prochain cours, on parlera du début de la sédentarisation.